On va donc passer à la présentation du futur arrière-gauche du PSG, le dénommé, je vais encore massacrer son nom, Nuno Mendes, prêté par le Sporting Portugal, champion du Portugal en titre, au PSG pour la saison à venir. Le PSG envoyant de son côté Pablo Sarabia en prêt au Sporting, donc une excellente recrue pour le Sporting. Le PSG a une option d'achat sur ce jeune Portugais de 19 ans qui serait de 40 millions d'euros environ. On paye déjà 7 millions d'euros pour le prêt. Pour vous le présenter, on a fait venir Jordan, qui est un supporter du Sporting enflammé comme tous les supporters du Sporting, qui donc critique l'arbitrage tous les lundis matins parce que c'est un sport national au Portugal. Bonsoir Jordan. À tous, merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va. Toi qui perds Salut ton... Jordan. Bienvenue. Bienvenue à toi. Toi qui perds ton arrière-gauche le 31 août, je sais pas si ça va, mais en tout cas, on est bien content de t'avoir. Est-ce que tu veux le présenter en général avant qu'on passe aux questions d'ailleurs? Parce qu'on n'hésite pas. Je peux le présenter rapidement Vas-y, si vas-y. vous préférez. Comme vous l'avez dit, c'est un jeune latéral gauche qui vient de faire ses 19 ans. Si quelqu'un vous dit qu'il l'a vu jouer depuis des années et des années, c'est tout simplement faux. Car il a une saison en A, une partie de saison en U23 où il avait fini en A post-Covid, donc c'est même pas un bout de saison, quoi. Et une saison U17. Parce qu'il faut savoir que Nuno Mendes s'est fait les croisés à 16 ans, qui est assez rare. Et du coup, 2 ans plus tard, il était déjà en A et champion du Portugal. Donc, on a très très peu d'historique, mine de rien, pour juger son niveau. Au niveau de son profil, sinon, c'est vraiment un piston gauche moderne, en fait. Depuis que Amorim est devenu coach de Sporting, il l'a directement mis en A, donc juste après la pause Covid. Et c'est assez bête, mais je pense qu'il a tout simplement plus ou moins sur le papier toutes les qualités qu'un piston peut avoir, c'est-à-dire que il est physique, rapide, techniquement il est très très évolué, il est capable de faire tout son couloir et de laisser son ailier gauche repiquer dans l'axe et vraiment de faire tout le couloir, tout comme il est capable de participer dans le cœur du jeu. Ça peut paraître bête, mais il a une très bonne qualité de centre. Donc, généralement, on se dit un latéral a une bonne qualité de centre, mais en 2021, c'est limite devenu rare. Je pense que vous pouvez confirmer parce que vous avez connu Meunier. Quand Sinon, même les coups de pied arrêtés, hein. Au-delà de, il a un bon ouais, pied, quoi. ouais, il a un très très bon pied. Il tire les corners, il tire les coups de pied arrêtés indirects. Je l'ai même vu tirer des coups de pied arrêtés directs, mais ça reste assez rare. Et bon, Au je pense qu'au PSG. PSG, il n'en tirera pas. Après, il a aussi, faut savoir qu'il a aussi. Après, c'est aussi dû à son coach qui est un petit peu particulier. Je suis pas sûr qu'on voit ça au PSG, mais c'est-à-dire que sur les fins de match que l'on ne gagnait pas, ce n'était pas rare de le voir finir défenseur centre. Toujours dans une défense à 3, mais axe gauche. Au lieu de Est-ce que c'est piston, quelque donc. C'est ça, de descendre d'un cran. Après, on sait que notre coach adore faire ça avec tout le monde, c'est-à-dire que tous les joueurs de l'effectif peuvent jouer à 2 postes différents et qu'il ne change jamais son 3-4-3 ou son 3-5-2. Il préfère faire basculer tout le monde d'un cran. Mais il faut savoir qu'il a déjà joué à ce poste-là. Après, à très haut niveau, ça m'étonnerait, ou alors dans des matchs très très fermés de Ligue 1 contre des bus. Mais il faut savoir qu'il y a déjà joué. D'accord, c'est intéressant ça. Après, moi, si je me mets à la place du PSG, je me dis que, enfin, confirmé si c'est le cas, je me dis que le piston gauche ou le défenseur gauche est votre point faible. Enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue extérieur, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc, si vous recherchez un piston gauche qui a vraiment joué piston et sur le marché, mine de rien, ça reste assez rare et à 40 millions d'euros plus ou moins, sachant qu'en plus, ce serait pas forcément une option d'achat obligatoire avoir quelqu'un, peut-être le piston le plus prometteur de sa génération, même très certainement, sachant que c'est un marché assez, comment dire, assez rare. De l'autre côté, vous avez pris Hakimi. Je pense que c'est un très bon coup. Après, je dis pas que le transfert sera forcément une réussite parce que pour moi, c'est toujours particulier un joueur qui part à 19 ans après une seule saison en A. Il y a beaucoup trop de facteurs que l'on ne connaît pas tout simplement, donc on peut Oui, pas t'as affirmer raison. que ce sera une réussite. Par contre, est-ce que c'est un pari à faire? Moi, je dis oui tous les jours et je pense que je vais le pleurer pas mal de temps au passage. D'accord. Tiens, une question, enfin il y a beaucoup de questions sur son profil. Juste, tu peux expliquer rapidement
pourquoi le Sporting accepte de le lâcher en fait comme ça le 31 août. Parce que on peut se dire il y a anguille sous roche. Euh, Après, comment dire, les finances des clubs portugais sont assez particulières dans le sens où sur plus ou moins tous les mercatos, on est obligé d'avoir une balance positive. Nos clubs fonctionnent aussi grâce au transfert. Donc, c'est dans la norme de vendre nos joueurs. Après, pourquoi le 31 août? Je pense que la réponse, elle est simple, c'est qu'on a tout simplement déjà pris son remplaçant. On a acheté Ruben Vinagre, le piston qui était parti à Wolverhampton il y a un certain temps Qui revient maintenant. et, euh, et qui du coup, enfin, qui avait fait Sporting, Monaco, Wolverhampton et qui du coup revient à Sporting. Et on l'a payé cher au passage et du coup, on a déjà son remplaçant. Donc, c'est plus simple de vendre Nuno Mendes malgré son talent que d'autres joueurs qui sont plus difficilement remplaçables. D'accord, ok. Alors, il y a plein de questions sur le live. On nous demande, est-ce que c'est un profil Hakimi? Toi qui connais bien un peu le joueur, tu penses que c'est un joueur qu'on peut rapprocher d'Hakimi, effectivement, ce Nuno Mendes? Puisque visiblement, j'ai pas besoin de prononcer en prenant un accent pas possible. Oh, tu peux dire Nuno Mendes, hein. On dit tous George Mendes, donc bon, on peut dire Nuno Mendes. Ouais, c'est totalement un profil Hakimi. Enfin, c'est clairement le profil d'un piston en 2021. En fait, il a toutes les qualités qu'un piston doit avoir. Du coup, après, dans l'autre sens, on peut toujours se demander ce que ça va donner dans une défense à 4, parce que du coup, il a joué dans une défense à 4 uniquement en U23 et en U17. Et les 5 matchs amicaux avec le Portugal, mais enfin, c'était même pas des matchs amicaux, une partie amicale et une partie qualif, mais je les compte même pas vu les adversaires. Je me souviens même plus, c'était de l'Azerbaïdjan, je crois, Ouais. un match amical contre l'Espagne qui était catastrophique dans le Le rendu. Enfin, 0-0, là, je me souviens. c'est ça, Juste avant c'est ça. l'Euro. Donc, on peut vraiment pas tirer de conclusion sur ça. Après, je pense qu'il a quand même les qualités naturelles pour être un bon latéral, parce que c'est pas non plus un piston qui est une passoire. C'est-à-dire D'accord. que je pense qu'on voit quand il est piston, on se rend pas forcément compte, mais je pense que si on le voit jouer une saison entière dans une défense à 4, on se rendra quand même compte qu'il aura dû pas forcément. Bah, après, c'est normal, il reste jeune, mais pour gérer la profondeur dans son dos, etc., je pense qu'il y aura des lacunes. Mais après, dans le duel, ça reste un piston qui est bon dans le duel, donc certainement qu'il serait bon dans le duel en passant à 4 derrière. Si je peux me permettre de dire un petit mot sur le joueur. J'ai pas trouvé du tout que c'était un Hakimi personnellement en l'ayant vu jouer 3-4 fois, ce qui est pas énorme, mais du coup là j'ai essayé de me repasser un peu des images toute la journée. Euh, Pas comme Hakimi dans le sens où pour le coup, Nuno Mendes il est plutôt à mon avis d'un profil à recevoir dans les pieds et à distribuer le jeu. Je le vois peut-être limite plus en forçant un peu le trait, comme un Alex Telles, mais sans le côté centreur compulsif, que comme un Kimi. Au contraire, je trouve qu'il attaque assez peu la profondeur. Il conduit pas beaucoup la balle, à part dans des espaces réduits pour slalomer entre des joueurs et un peu comme ça sortir de la pression. Il a une très belle protection de balle. Il est très très à l'aise sur la distribution où il reçoit vraiment dans les pieds et ensuite il trouve des passes en profondeur ou à l'intérieur ou des 1-2 et il joue un peu comme ça tout en technique, mais le côté vitesse, balle au pied, en tout cas prise de vitesse, balle au pied, attaque de la profondeur, attaque de la ligne défensive adverse, je suis pas convaincu que ce soit du tout ce type de joueur-là. Et limite, je pense plutôt que c'est même un joueur de défense à 4 que de piston. Alors, c'est toujours confortable pour un latéral d'être piston parce que tu joues haut, tu as une couverture et c'est toujours une sécurité. Mais dans une défense à 4, je pense qu'il a toutes les qualités pour être un joueur capable de donner beaucoup de continuité à la possession, d'être très technique, de protéger son ballon et d'aider sous pression quand les équipes viennent te chercher. Mais le côté pendant gaucher d'Akimi, je le vois presque pas du tout, pour être très honnête. Et même sur la vitesse pure, je trouve qu'il n'a pas des démarrages très impressionnants. Alors, une fois qu'il est lancé, c'est pas mal, mais il est un peu lourdeau sur les appuis au démarrage. Il a souvent en plus un petit côté nonchalant, avec les fesses en arrière et tout, où il est un peu mou. Mais techniquement, par contre, c'est sublime hein, ce qu'il fait. C'est marrant, c'est que moi, les quelques actions que j'ai vues, je lui ai trouvé de la dynamite dans les jambes, au contraire. Jordan, à toi de trancher. En fait, c'est assez curieux pour un jeune joueur de 19 ans, mais en fait, il a les deux profils, c'est-à-dire que
les rares fois où on a joué en 3-5-2, par exemple, il faisait totalement le couloir et il avait limite un rôle d'ailier pur enfin, c'est-à-dire si tu prenais des séquences de match, t'arrivais devant le match, tu regardais 2 minutes, tu pouvais penser qu'il jouait ailier gauche. Et sur d'autres matchs, en fait, il va être un piston gauche, mais qui prend totalement le jeu à son compte et qui va pas faire un seul débordement du match, qui va laisser tout ce travail-là à son ailier gauche, qui en fait va juste toute proportion gardée, mais un peu à la Cancelo, à la Dani Alves, finir limite 8 sur le terrain. Donc je pense que techniquement il est capable des deux, mais après moi aussi j'ai peur d'une chose, c'est que tout simplement son coach l'est un petit peu trop bonifié, entre guillemets, et que On lui voit des défauts d'un l'équipe coup. jouait, c'est ça, comment dire, l'équipe jouait tellement bien qu'il a progressé à une vitesse folle et il s'est démarqué. Mais moi, je vous pose la question, est-ce que Pochettino, par exemple, est capable de faire continuer la progression d'un jeune piston gauche de 19 ans, de travailler les circuits de relance, etc. Moi, j'ai peur quand même qu'il arrive, il a 19 ans, il a connu qu'une saison en pro, en plus à huis clos, et que bah, tout simplement, il ne s'adapte jamais dans le collectif du PSG, quoi. Je trouve ça, moi, de son point de vue personnel à lui, je trouve ça très risqué, par contre. D'accord. Ouais, il prend un risque en ayant à la fois un changement de système, d'environnement, beaucoup de choses qui changent d'un coup, quoi. Ouais, parce qu'au final, enfin, sa carrière est très, 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 C'est très 50 courte. matchs. C'est 50 matchs, c'est une saison de champion, du coup, qu'on n'a pas eu depuis 19 ans, et c'est un peu, ça colle avec l'arrivée d'Amorim, c'est lui qui le fait monter en A dès son deuxième match, vu qu'il y a eu la post-Covid entre son premier et son deuxième match, et c'est un peu, enfin, une saison de rêve, entre guillemets, et enfin, j'ai peur que pour lui, le retour sur Terre soit assez violent. Et je pense même peut-être que personnellement, je suis pas sûr que le joueur voulait partir, dans le sens en fait où Sporting était obligé de vendre. Le problème, c'est que 99% de l'effectif de Sporting était composé de joueurs qui sortaient de leur première saison ou de leur première grosse saison en pro. Donc je pense que personne ne voulait partir techniquement et tout le monde voulait faire une deuxième saison de confirmation, plus la Ligue des Champions. Et à partir de là, il serait peut-être plus confortable. Sauf que le club, lui, voulait vendre au moins un joueur pour être À dans les l'équilibre. clous financièrement. Ouais. Ok, bah c'est vrai que c'est intéressant. Justement, une question sur la vous me demandez, est-ce que le jeune Nuno a la maturité pour jouer dans un vestiaire aussi chargé que le PSG? C'est compliqué. Moi, notamment, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Je me... C'est pour ça que, pour moi, le joueur, en fait, a le potentiel pour être vraiment un top mondial. Pour moi, j'ai rarement vu ça, très honnêtement. Enfin, même à son poste, j'ai jamais vu ça au Portugal. Mais il y a tellement de facteurs extérieurs. Pour moi, en fait, c'est encore un enfant, quoi. Genre, je le vois tellement pas dans le vestiaire du PSG à son âge, après une saison et un bout de saison en pro, quoi. Ouais, ouais, Après, c'est là aussi qu'on reconnaît les grands, mais du coup, on peut pas vraiment le savoir à l'avance, quoi. ouais. C'est-à-dire que quand Ronaldo est parti de chez nous, on pensait la même chose et bah, monsieur s'appelle Ronaldo et il a eu la suite qu'il a Oh, eu, quoi. il a eu une carrière plutôt sympa, on va dire. Bon. Et C'est puis ça. après, il a une chance, c'est qu'il y a déjà, ça sera pas le seul Portugais du vestiaire, parce qu'aux dernières nouvelles, Danilo va rester, et qu'il y a quand même une importante communauté lusitanienne, enfin lusophone au moins au PSG, avec tous les Brésiliens et tout. Il sera pas abandonné, quoi. Oui, oui, ça c'est clair, par contre, Il débarque pas à sur ce Newcastle, quoi. point-là. Ouais, Autre ouais, c'est question clair. qu'on te pose sur le live, il y a évidemment bon, l'aspect défensif, tu as un petit peu répondu, mais qu'est-ce qui vaut défensivement? Parce qu'on a souvent l'image du piston qui est dépassé, qui se fait prendre dans son dos. Qu'en est-il à ce niveau-là? Bah moi, j'avais tellement hâte de le voir en Ligue des Champions, justement, contre l'Ajax et Dortmund pour le tester contre justement des grosses équipes offensives. C'est-à-dire qu'en fait, sur la saison et le bout de saison qu'il a fait, je l'ai jamais vu en difficulté défensivement. Après, c'est toujours l'éternel problème, c'était de la Liga NOS. Après, il y avait les matchs contre Benfica et contre Porto où il a toujours fait des bons matchs, il a été solide et très très bon offensivement d'ailleurs au passage aussi. Mais enfin, c'est sûr, il a jamais rencontré de top ailier mondial au final. Oh, bah, il va avoir Mais droit à Lionel dans, Messi à l'entraînement, ça c'est va lui ça. faire tout, ça va lui faire tout drôle.
Mais ça n'empêche que ça a beau être de la Liga NOS, on a déjà vu des latéraux avoir quand même du mal défensivement. C'est-à-dire que, par exemple, Nelson Semedo, à l'époque à Benfica, apportait surtout offensivement et était moyen défensivement, même comme ça. D'accord. Donc, enfin, c'est la Liga NOS, mais c'est pas non plus la D3 roumaine, quoi. Oui, bah ça reste, en C'est termes de ça, niveau, ça se bat avec la Ligue 1, hein, d'après les résultats européens. Faut pas l'oublier, hein. c'est ça, c'est ça. On nous dit il faut l'officialiser. Bon, attendez, laissez le PSG faire, on verra. Déjà, faut qu'il passe sa visite médicale. Je sais pas où ça en est, parce que c'est un peu le bordel, c'est à distance. C'est comme avec Wijnaldum, on va voir. Alors, autre question, tu vas pouvoir répondre tout d'un coup parce que c'est lié. En termes de fautes, de cartons reçus et de pénalty provoqués, comment il est ce jeune homme? Alors, j'ai pas envie de te dire une bêtise. Penalty provoqué, j'en ai pas en tête. Alors, peut-être il y a quelqu'un qui me corrigera plus tard, mais j'en ai pas en tête. Il a mis un but contre son camp le week-end dernier. Il va partir sur ça, visiblement. Après, enfin, c'est vraiment un but contre son camp malheureux, c'est-à-dire c'était une balle qui allait rentrer dans le but. L'autre défenseur la tacle et lui arrivait pleine course et elle revient sur lui et Bon, ça arrive à tout le elle monde, rentre ça. dans le but. Donc, ça arrive. Au niveau des cartons jaunes, moi je trouve qu'il fait encore parfois, enfin par exemple le week-end dernier, je crois que c'était encore un exemple, il flirtait peut-être un petit peu avec le second jaune. Après on sait que le Portugal c'est particulier au niveau De de l'arbitre. l'arbitrage, on comprend pas On y forcément la vient. logique. Des fois les cartons jaunes tombent tous, des fois aucun carton jaune tombe, donc ça reste particulier. Après on est une équipe qui tout court prend beaucoup de jaunes. Donc je sais pas si c'est... Bon, moi je te répondrai autre chose, mais je ne vais pas le dire. Mais c'est un peu... comment dire? En fait, on a une très grosse domination sur nos matchs. Du coup, aussi, généralement, nos fautes sont des grosses fautes pour casser Des contres, notamment. le peu de contre adverses. Donc aussi, ça a tendance à provoquer beaucoup de jaunes. Après, en soi, il défend proprement. J'ai encore des images en tête où il faisait des tacles dans la surface contre Porto, par exemple, et qui finissaient propres, où j'ai failli faire des arrêts cardiaques. Mais Ah, il a une vraie technique c'est- défensive, le jeune. ouais, il a une vraie technique défensive. C'est pour ça que je te dis, dans le duel, ça m'inquiète pas. Donc, dans une défense à 4 le duel, c'est pas ce qui m'inquiéterait. Ce serait plutôt la gestion de la profondeur et toute la rigueur tactique d'un autre schéma, tout simplement, quoi. Oh bah t'inquiète pas, au PSG, on a Bernat qui est pas non plus un crack dans ce domaine, donc on a l'habitude de ça. Je Euh, me dis aussi, justement, pour lui, par contre, signer au PSG, où il n'a pas vraiment de concurrent, enfin de très gros concurrents, ça, par contre, c'est un atout pour lui, il aura du temps de jeu, c'est sûr forcément. qu'il aura du temps de jeu. Il aura du temps de jeu. Bon, Après, par contre, faut pas, je pense qu'il faut pas s'attendre à le voir jouer tous les 3 jours. Après, de toute façon, c'est pas forcément ce qu'on demande à un défenseur de 19 ans. Parce qu'il faut aussi savoir que, par contre, je trouve qu'il a beaucoup de pépins physiques. C'est-à-dire que l'année dernière, bah, déjà, il a commencé la saison blessé. Il n'a pas joué les premiers matchs. Il venait de revenir. Pour l'Euro, il avait une gêne musculaire à l'entraînement entre le premier et le second match. Donc, il était out pendant un moment. Au final, il n'a pas joué. La saison dernière, pendant la saison, il a dû avoir 2 ou 3 petites blessures musculaires, donc ça l'éloignait des terrains une semaine ou 10 jours, pas plus, mais ça reste quand même 2 ou 3 blessures musculaires. La saison d'avant, donc qui est la saison du Covid, sur la fin de saison qu'il a fait avec la A post-Covid, il n'a pas eu de souci en 2 mois, mais par contre sur la saison, sur le bout de saison qu'il a fait avec les U23, il a été blessé un bon mois et demi, 2 mois, je pense. ouais, Et quand même, hein. en U17, j'ai pas forcément de souvenirs. Et du coup, l'année d'avant, il se fait les croisés. Effectivement, Donc, mais il est pas il est fait pour nous, lui. forcément. Il est fait C'est pour ça. nous. Donc, mine de rien, je sais, c'est quelque chose à gérer. Surtout qu'on jouait pas en Europe la saison dernière. Donc, on avait vraiment un match par semaine. Donc, c'est pas non plus comme s'il avait joué 3 jours enfin, tous les 3 jours toute la saison et qu'il avait une accumulation. Mais Après aussi, faire sa première saison pro à 18 ans, je pense que c'est particulier, ouais, physiquement, musculairement c'est dur, parlant. hein. Mais faut pas oublier aussi que le PSG a quand même 3 joueurs à ce poste d'arrière gauche et il va falloir du temps. Il va falloir donner du temps de jeu comment dire, à Bernat prochainement. Il va falloir peut-être que Kurzawa va jouer aussi. Je suis comme tu dis, il va pas forcément, il n'est pas appelé à jouer tous les matchs, tous les 3 jours et tout ça. Surtout qu'il y a aussi Diallo à qui on va devoir donner du temps de jeu au cas où Ramos revienne un jour et joue dans l'axe avec Kimpembe. Enfin, il y a beaucoup de joueurs à son poste et il n'est pas.
on lui demande pas de faire, on va pas lui demander de faire les fameux 70 matchs dans la saison de Wijnaldum, hein, c'est clair, mais bon. Omar avait une question pour toi, Jordan. Ouais. Ouais, du coup, merci Jordan, parce que moi, je fais partie de ceux qui l'ont extrêmement peu vu jouer pour avoir une opinion assez claire. J'ai cru savoir et comprendre du coup que le Sporting était une équipe hyper bien huilée collectivement, notamment l'année dernière. Je voulais voir avec toi dans quelle mesure en fait lui a bénéficié du contexte favorable, du contexte collectif hyper favorable qui a eu lieu l'année dernière. Tu as parlé des différents Sipten. Moi, j'avais une question aussi par rapport à son niveau technique et où tu le placerais par rapport aux grosses références qu'il y a au poste actuellement. Euh, pour vous, qui sont les meilleurs pistons gauche au monde à l'heure actuelle? Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Par exemple, je pense à Gossens de l'Atalanta. Si je veux te chauffer, je vais dire Rafael Guerrero, mais je sens que tu seras pas d'accord. Si, moi j'adore Guerrero en soi, mais le problème c'est que même Cancelo en fait, d'ailleurs il joue à gauche. Techniquement, en fait, je pense qu'on peut toujours pas le comparer à ce type de joueur-là. C'est-à-dire qu'après une saison en Liga NOS, aussi bon que tu sois techniquement, les Cancelo, même Guerrero en soi, quand il décide de jouer au foot, reste devant. En fait, j'ai comme, je sais que au Portugal, ça reste assez rare, mais j'ai quand même tendance à attendre que l'on fasse 2 voire 3 saisons au Portugal avant de me donner un avis définitif sur le joueur. J'ai vu tellement de joueurs portugais au bout d'un an euh, complètement, comment dire, complètement réduire leur niveau que j'ai du mal à conclure définitivement au bout d'un an. C'est-à-dire qu'une saison au Portugal, c'est très très bien, mais euh, même des joueurs comme Bruno Fernandes, par exemple, ont attendu plus de 2 ans et demi avant de partir à Manchester United. Et honnêtement, moi, l'été avant le départ de Bruno Fernandes, je pouvais pas affirmer qu'il allait exploser en première ligue. Il y a, Donc, si je peux me permettre, tu as un exemple ouais, de joueur qui est parti, un latéral qui est parti très jeune du Portugal, c'est Diogo Dalot. ouais, voilà, par exemple. Donc, il a encore moins joué que Nuno Mendes. Il n'a pas fait non plus une saison au niveau de Nuno Mendes, mais par exemple, à son âge, Diogo Dalot, c'était quelqu'un et quand il jouait, il était très, très, très fort. Et il est parti beaucoup trop tôt et on voit l'état dans lequel il se trouve, même si au final, il est en train de bien rebondir, mais c'est pas non plus les mêmes situations, mais c'est un bon exemple de latéral qui, d'ailleurs, dans le style, était très, très, très fort techniquement pour son âge et qui est parti beaucoup trop tôt, quoi. Ouais. Euh, Omar, ou Jordan, tu veux compléter par rapport à la réponse à la question d'Omar ou j'ai une autre question. J'en ai plein des questions pour toi. Le live est bouillant avec toi, t'inquiète pas. Ils sont très contents de tes réponses. Donc, Je ne sais pas si Omar, j'ai répondu à ta question en entier. Je me souviens plus s'il y avait plusieurs parties. Ouais, j'étais un peu long, excuse-moi, mais Ouais. dans quelle mesure, du coup, tu trouves que l'excellent contexte collectif qu'il y avait au Sporting l'année dernière a bonifié ses qualités? Pour moi, c'est limite du pain béni pour lui, tellement le nombre de facteurs favorables se sont accumulés. C'est-à-dire que même le fait que... En fait, il faut savoir que juste avant l'arrivée de Ruben Amorim, mais donc juste avant sa montée en A, Sporting était au bord de l'implosion. Et donc Ruben Amorim est arrivé, Sporting allait imploser et on est certainement le seul club au monde qui a bénéficié de ça. On a eu la pause Covid. Et grâce à la pause Covid, en fait, pendant 2 mois et demi, Ruben Amorim a commencé déjà à préparer la prochaine saison, vu que notre saison était déjà ruinée. Et il a fait monter Nuno Mendes en A dès les entraînements de pré-saison, entre guillemets, qui s'est déroulé en plein milieu de saison, quoi. Et du coup, dès le premier match, enfin, quasiment le premier match post-Covid, il a commencé à jouer. Et au passage, donc les résultats ont bien commencé. Et au passage, les tribunes étaient vides. Et ça, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui a énormément aidé Sporting au tout début, et vu que ça a apporté un climat de paix. Donc déjà, il a bénéficié de tout ça. Et au passage, tout-
tout s'est bien enchaîné. Et le fait qu'il ait un coach qui veuille absolument jouer avec des pistons, alors que pour moi, du moins pour le moment, le rôle de piston lui convient à merveille, qu'on ait un football assez offensif, assez porté vers le jeu. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que l'équipe a été façonnée autour de lui. En fait, il a vraiment eu toutes les qualités, enfin, toutes les dispositions tactiques au passage pour exprimer tout son talent. Et en fait, pour moi, sans tout ça, à l'heure actuelle, ça se trouve que, enfin, en fait, si on revient 2 ans en arrière et qu'on demande où sera Nuno Mendes à l'été 2021, je pense que tout le monde allait dire, bah, il serait certainement U23 ou en équipe B et dans 1 an et demi, il fera ses premiers matchs avec la A, quoi. Une, honnêtement, je pense que personne ne pouvait te dire il y a 2 ans qu'il en serait là aussitôt, quoi. C'est une... C'est c'est vraiment, comment dire, il y a eu une accumulation de facteurs qui font que il a explosé aussitôt et honnêtement, vraiment personne ne pouvait le prévoir. Si quelqu'un te dit ouais, c'était sûr, honnêtement, il te ment. D'accord. Et attends, juste un truc, en termes de maturité, s'il a explosé aussi vite, il n'y a pas un... C'était un joueur quand même assez annoncé, par exemple, mais son limite sa progression est trop fulgurante en fait. C'est un peu ce que tu essayes de dire, c'est ça? Ouais, ouais. En fait, il fait partie d'une très bonne génération de Sporting, la génération 2022 2002. et 2002, 2022. Excusez-moi, il est assez tard, 2002. Et donc cette génération-là, Ruben Amorim m'a fait monter pas mal de joueurs quand il est arrivé post-Covid. Et tous ces joueurs-là ont donc commencé à jouer sur cette fin de saison qui ne valait plus rien. Et au final, c'est le seul qui a vraiment explosé aussi vite. C'est-à-dire que il a fini dans le 11 et dans les meilleurs joueurs du 11 et dans les meilleurs joueurs de, de Liga NOS. Alors qu'honnêtement, c'était pas forcément celui sur lequel j'aurais le plus parié. D'accord. C'est-à-dire que en fait, pour moi, il avait le potentiel pour être énorme et il est en train de le prouver et il a toujours ce potentiel-là. Mais par contre, honnêtement, quand je le voyais il y a 1 an et demi, enfin, j'aurais pas forcément conclu sur le fait qu'il aurait eu une très grosse carrière pro. C'est-à-dire, c'est un peu le type de jeune joueur. S'il se développe bien, il peut être très, 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 très fort, mais j'ai pas du tout la certitude qu'il se développera bien. D'accord. Tiens, en parlant de développement et de d'arrière gauche du Portugal et tout ça, on m'a demandé si tu pouvais le comparer à Grimaldo, qui pareil a été pendant un temps considéré comme une immense promesse au Portugal, même si c'est un peu redescendu. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? bah, sur les qualités offensives, on peut en partie les comparer, mais Grimaldo, ça reste une passoire, quoi. D'accord. Je suis désolé. En plus, j'aime peut-être plus Grimaldo que beaucoup de Benfiquistes à l'heure actuelle parce que beaucoup ont du mal avec lui sur les dernières saisons. Et alors que je trouve qu'il est toujours très bon offensivement, mais ça reste une passoire, quoi. C'est-à-dire D'accord. que par exemple, des choses, et même physiquement, enfin, c'est très très light. Par exemple, sur son côté, je l'avais vu en face de moi, à 10 mètres de moi, en train de se faire bouger par Marega et Oula. il avait passé, il avait passé 45 minutes assez compliquées. On dirait que c'était l'enfant de Marega, quoi. D'accord. Donc Autre, que- défensivement tout court même. Ok. Autre question sur le live, parce qu'il y a énormément de personnes qui te sollicitent et qui te remercient pour la précision de tes descriptions. Est-ce que tu peux nous donner un peu ses axes de progression et ses défauts à cet instant? Bon, alors, dans les axes de progression, on a bien compris qu'il y a notamment la maturité psychologique, mais ça viendra avec l'âge, c'est normal. Mais dans les choses un peu footballistiques à travailler. Bah, déjà un peu comme on l'avait dit, la défense à 4, voir ce que ça donnera. Et du coup, enfin, tactiquement, dans tous les cas, il y aura du travail à faire sur la défense à 4. Quand un joueur de 19 ans n'a quasiment jamais joué à 4 derrière en pro, on se doute qu'il a pas, enfin, il aura forcément beaucoup de lacunes tactiques. Après, enfin, c'est assez bizarre de dire ça d'un jeune de 19 ans, mais en fait, je, c'est-à-dire dans une palette de footballeurs de piston de latéral, je vois pas quelque chose qu'il n'a pas. Et c'est ça qui me choque chez lui, en fait. Je vois pas c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, il y a certains pistons qui sont très, 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 très forts et qui vont avoir un déficit en centre, un déficit même en jeu long, je ne sais pas, mais pour moi, je trouve qu'il a la palette de qualité complète. D'accord. Et c'est ça qui me choque chez lui, en fait.
Ouais. C'est-à-dire sur les qualités physiques naturelles et sur les qualités techniques. Je trouve qu'il a toute la palette. C'est-à-dire il a le jeu long, le jeu court, il peut participer dans le jeu, il peut déborder. Bon après forcément c'est pas, il se fait dribbler, mais c'est-à-dire c'est pas C'est pas c'est pas Marcelo, un quoi. ailier gauche de formation. Voilà, c'est ça, et c'est pas Marcelo non plus. Mais il a quand même une petite capacité de dribble. Je trouve D'accord. vraiment qu'il a une. Après, il faudra voir son évolution. Ça se trouve, certains aspects de son jeu vont finir par se gommer au bénéfice d'autres. Mais je trouve que là, pour un jeune latéral piston de 19 ans, il a absolument toute la palette, quoi. Ouais, en gros, Et c'est ça Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. c'est moi qui te coupe plutôt, je suis désolé. Il doit progresser sur tous ses points forts pour devenir vraiment le monstre qu'il promet d'être, en gros, quoi. C'est ça, c'est ça. En fait, il a, comment dire, la base, entre guillemets, dans tous les domaines, voire plus que la base. Mais D'accord. forcément, Ça fait envie, hein. enfin, il est très perfectible, quoi. Ah, c'est normal. Non, on nous demande, donc on parle de la défense à 3. Oui, comme tu l'as longuement expliqué, pour l'instant, c'est un joueur de défense à 3 dans le rôle un peu plus haut. Autre question qu'on nous pose, il avait sur les vidéos que certains ont pu regarder, effectivement, ça sautait un peu aux yeux. Il a l'air parfois de pas forcément très bien terminer ses actions après avoir dribblé plusieurs personnes, par exemple, et d'avoir réussi à accélérer. Tu confirmes que la fin des actions est parfois plus compliquée que le début? Ouais. Si je dis pas de bêtises, il a mis qu'un seul but en pro chez nous. C'est ce Et qu'on d'ailleurs, m'a c'est un dit, but ouais. magnifique. Un but 52 magnifique. matchs, un but, 3 passes décisives seulement. Faut vraiment que vous le voyez. Enfin, sur ses appuis, je comprends pas comment il fait pour avoir des appuis pareils. J'ai l'impression que mon genou allait se briser, mais non. Faut vraiment que vous voyez ce but. C'est contre Portimonense, je crois. C'est des maillots jaunes. Bref. Et c'est vrai qu'il a. D'ailleurs, je vais rebondir aussi sur autre chose après. Il a un petit peu de mal à finir ses actions après une série de dribbles. J'ai pas mal d'actions en tête où au final, il la met petit filet, où il la met un petit peu trop forte, où il la met sur le gardien. Et au passage, mine de rien, dans les qualités que j'ai oublié de citer, il a une assez bonne qualité de frappe. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est pas Roberto Carlos. Il a pas non plus mis des enroulés en pleine lunette, mais mine de rien, il a une petite frappe. D'accord. Ça reste une des qualités qu'il a. Après, bon, finalement, il en a pas mis. Enfin, c'était un face-à-face, en gros, après le but qu'il a mis. Mais mine de rien, il a une petite frappe. Après, ça reste très moyen. Par exemple, ça n'a rien à voir avec Hakimi, je pense. Mais faut savoir qu'il l'a, quoi. Ok, là, faut savoir qu'il est minuit et que le PSG n'a pas officialisé le transfert. Donc ça se peut, on vient de parler pendant 35 minutes à te saouler, à te bombarder de questions pour rien. Je sais pas ce Bah, qu'il en est côté portugais, si ça a été officialisé ou pas, mais chez nous, techniquement, comment dire, le mercato est fini et le mec, il est toujours chez vous et Sarabia est toujours chez nous, hein. On va je voir dans t'avoue les que ça prochaines. m'arrangerait, mais bon. On va voir dans les Là, ils vont prochaines. officialiser peut-être en même temps Sarabia et il y a 1 heure en plus pour le faire au Portugal. Du coup. De Ah, bah, on va Ouais. espérer ça parce que là, je fais pas trop le malin non plus, là. toute façon, il y a encore 2 heures de podcast, donc. Après, je veux pas vous décevoir, mais le cas Adrien Silva qui avait signé à Leicester 2 minutes trop tard et qui avait pas pu être inscrit, c'était une vente de chez nous. C'était nous les boulets là déjà. Alors, autre question, on nous demande, est-ce qu'il a un profil similaire à celui de Jordi Alba, par exemple, pour recevoir les fameuses diagonales de Messi? Qu'est-ce que tu en penses? Il en est capable de faire ce genre d'appel comme ça, vide, intense, pour réceptionner une ouverture? Euh, sur le papier, potentiellement, mais c'est vrai que je ne sais plus qui en parlait. Mais c'est vrai qu'il prend pas tant que ça la profondeur sans ballon. Pas son profil pour moi. Ouais. Après, est-ce que c'est une question de profil? Est-ce que c'est une question de consigne tactique? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il le fait pas tant que ça. Il le fait de temps en temps avec ballon, mais c'est vrai que prendre la profondeur sans ballon, il le fait pas tant que ça. D'accord. Ok, donc bah après c'est quelque chose qu'il peut travailler, tout ça. Puis on a déjà Hakimi qui le fait très bien de l'autre côté, donc on verra si peut-être que Messi changera de côté, il ouvrira côté droit. Autre question, on nous a demandé les axes de travail. Ah oui, est-ce que tu pourrais nous le décrire physiquement, notamment la taille, la corpulence, le jeu de tête, tout ça? Il est tanké, hein. Ouais, il est très physique, encore plus pour son âge. Honnêtement, j'ai peur de te dire une bêtise sur sa taille. Je dirais qu'il fait 1m80 et quelques, quoi. En gros, une taille moyenne de La taille footballeur. chez les jeunes, on sait jamais, hein, selon quel moment Ouais, c'est pris, la fin de la croissance et tout. Mais il est pas petit.
Il est ni petit ni grand, quoi. Il a une taille lambda. Transfermarkt nous Et, sort 1m76, mais ouais, voilà. non, Plus non, que ça me ça. paraît, Ouais, ouais, ça me paraît léger quand même. Je pense qu'il est d'accord. à 1,80 quoi. On me dit 1m84, 79 kg, ce qui correspond pas mal à ce qu'on voit en vidéo, effectivement. Ouais, je dirais ça, ouais. Ok, Et du coup, ouais, physiquement, je l'ai rarement vu se faire bouger, quoi. d'accord. Après, il n'a pas forcément eu des monstres physiques en face de lui, mais c'est là justement où je disais qu'avec Grimaldo, sur ce point-là, ils étaient incomparables, quoi. Mm. Grimaldo, c'est vraiment une crevette, et pour le coup, lui, il est dans le duel et physiquement, il est très très bon. Qu'est-ce que je voulais te demander? Autre question. Ouais, sur le jeu de tête, il est bon, il est pas bon? Alors, je sais pas si je l'ai déjà vu faire une tête offensive, hein, je parle. Ou même défensive, hein, ça Euh, nous intéresse aussi. Défensive, bah après, de toute façon, on a pas mal de grands, donc sur coup de pied arrêté offensif, défensif, on marquait énormément et ils se retrouvaient jamais euh, dans, dans la surface. De toute façon, déjà, les coups de pied arrêtés, ils les tiraient énormément, les indirects. Oui. Donc Donc forcément, tu le pètes à la offensivement, réception. c'est ça. Et défensivement, en fait, à partir du moment où tu avais une défense à 3 derrière avec trois grands, plus Palinha au milieu qui était très grand, plus à l'arrivée de Pauline, tu avais un 9 qui était aussi très grand et bon de la tête, bah en fait, c'est un peu comme si ces joueurs n'existaient plus forcément dans le duel aérien, quoi. Surtout que c'était vraiment bah, Paline, vous l'avez peut-être un petit peu vu à l'Euro, c'est vraiment ses qualités premières, le duel aérien, etc. Donc après, c'est-à-dire il y a un long ballon et qu'il est en dernier défenseur parce qu'il est resté au milieu de terrain sur un corner offensif par exemple, bah il va jouer le duel de la tête et généralement ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que tu le verras pas dans la surface sur coup de pied arrêté défensif quoi. Ouais. Faut pas, c'est pas un joueur de. Enfin, bon, après, des latéraux qui sont des joueurs de tête, il y en a pas beaucoup, hein, globalement. C'est pas, ça va pas trop avec le poste en général. Mathieu, Omar ou Simon, vous avez une question pour notre ami Jordan, qu'on bourrine de questions depuis maintenant 40 minutes? Non. Bon, visiblement. Non, non, c'est bon. Attendez, il y avait une autre question sur live que j'avais notée, que je ne retrouve plus. Je m'excuse. Donc, ah oui, tiens, deux questions. Son mauvais pied, donc le droit, qu'est-ce qu'il vaut? Il est Et très bien. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal sur son pied droit. Je d'accord. me demande si même en début de saison, il avait pas dépanné piston droit, Ah je oui, crois. d'accord. Sur des fins de match où Ouais, je vois. Bah, comme nous, en gros, Kurzawa, des fois, ouais, fait des piges comme ça à droite. Ah, sur sur certains le, compiles, on le voit à droite en tout cas. Ouais, je me ouais, ouais, souviens. Ah. sur le début de saison, il me semble, vu que physiquement c'était assez compliqué avec les enchaînements de matchs, on a vu un match annulé à cause du Covid, du coup on avait dû rattraper, on a vu un gros enchaînement, on a vu les barrages d'Europa League, et il me semble qu'il avait dépanné piston droit, vu qu'on D'accord. avait on avait un seul piston droit à ce moment-là et qu'il pouvait pas tenir 90 minutes. Ouais. Tiens, on nous demande est-ce qu'il est du genre à finir dans la surface au second poteau sur les centres? Bon, probablement, vu le système du Sporting, non? Je dirais que non. Ah bon? Non, non, Parce non. qu'il est très très plutôt en position de couverture. C'est pas un joueur qui s'aventure énormément dans les 25 derniers mètres globalement. Moi, je le vois surtout, vraiment presque tout le temps, recevoir dans les pieds et pratiquement organiser le jeu. Ouais. Justement, quand il est D'où le. couche et qu'il prend la Excuse-moi. il repique souvent sur son pied droit et il trouve une passe vers l'avant ou un petit relais, mais c'est pas un piston de type Meunier ou ce genre de joueurs qui foncent comme des trains lancés à vive allure et qui font que attaquer la ligne défensive. Surtout si tu as vu des fins de match où justement on n'était pas en train de gagner ou comme j'avais dit, il finissait défenseur centre axe gauche. Alors là, c'était encore plus flagrant, c'est-à-dire que défensivement, il allait se positionner en défenseur centre, mais par contre, dès qu'on avait le ballon et vu que ça reste de la Liga NOS et de l'extra domination dans ces cas-là, et ben en gros, il allait juste se mettre dans le cœur du jeu et de temps en temps se mettre dans une position de centreur, mais jamais à partir de ce moment-là, dans les 20 dernières minutes, il prenait plus jamais la profondeur, par contre. Oui. D'accord, intéressant. Autre question qu'on te posait, deuxième poteau, ça je vous l'ai déjà demandé. Il y en avait, on nous demande de quelle origine il est, mais Angola, non, c'est ça? Attends, j'ai peur de dire une bêtise, c'est pas Cap-Vert? Peut-être, je sais pas. Je vais vérifier. Gal en tout cas. Bon, voilà.
Bon, dans tous les cas, il a choisi le Portugal, donc il n'ira pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations, ça c'est sûr. Non, non, mais c'est une question que il a joué en match officiel avec le Portugal, donc forcément il pourra plus changer de nationalité. Ah oui, est-ce qu'il rentre bien à l'intérieur du jeu? Mais ce que tu sembles dire sur notamment la fin de match. Il est capable de le faire, ouais. Et c'est d'où le fait qu'il a un pied droit qui. Enfin, c'est pas non plus un pied droit extraordinaire, il est pas du tout ambidextre. Mais enfin, c'est pas non plus Alexander Arnold avec ses deux pieds, par exemple, je trouve qu'il est très très fort. C'est plus, il est capable de prendre le jeu et de jouer sur son pied droit pour plus repiquer à l'intérieur et trouver des solutions. D'accord. On nous demande plus un latéral type Trent Alexander-Arnold ou Rafael Guerreiro. Offensivement, j'aurais tendance à dire plus Guerreiro du coup. D'accord. C'est marrant, c'est que sur les vidéos, on a parfois l'impression d'un mec qui longe la touche comme une fusée, mais de ce que tu décris, c'est pas vraiment ça. C'est plus un joueur de presque. C'est les trucs qu'ils mettent en vidéo, mais c'est pas Ouais. dans la réalité des 90 minutes. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit que je le connaissais pas. J'ai pas fait genre je le connaissais. Hein. Au contraire, je préfère que vous en parliez, puisque vous l'avez vu jouer, surtout Jordan, qui nous a parlé de lui toute la saison passée en nous hurlant à quel point il est bon, que moi qui vais vous dire des trucs, des platitudes en regardant un quart d'heure de vidéo sur YouTube. Non, mais c'est intéressant de savoir que c'est plus finalement presque un joueur de combinaison qu'un joueur de débordement qu'on va lancer comme une balle, un peu façon Hakimi, quoi. C'était la question de départ, et comme ça on a une réponse. On a deux profils vraiment, enfin, pour peu que ça s'officialise un jour, on a deux profils vraiment différents sur chacune des deux ailes, quoi. Après, enfin, on dit souvent d'Amorim qu'il est rigide car il joue toujours à 3 derrière, etc. Alors que justement, les animations changent énormément en fonction des matchs aussi. Donc, il suffit que tu tombes sur un autre match et tu auras vraiment l'impression que c'est un piston qui prend énormément le couloir, qui déborde énormément, mais en fait, ce sera juste dû à ce match-là, quoi. Mine de rien, son 3-4-3 change énormément en fonction de l'adversaire et de la journée, quoi. Très bien. Sur le live, si vous avez une dernière question ou d'autres dernières questions à poser, n'hésitez pas. On me demande, est-ce qu'il pourrait jouer au milieu? Bon, on en a déjà plein des milieux. Bah, je trouve qu'il a les qualités physiques, enfin, qualités naturelles mais enfin, c'est de la fiction, quoi. Oui. Puis honnêtement, il n'a pas trop de raison. C'est vrai que ça serait peut-être le seul milieu gaucher du PSG, mais on en a déjà plein des milieux, donc pour l'instant, on va gentiment le laisser, à ce poste d'arrière gauche. La défense à 4 avant de se réinventer totalement. C'est ça. Oui, avant de le bouger un peu partout, on va effectivement le laisser s'habituer à la défense à 4. On demande est-ce qu'il peut remplacer Mbappé? Non, laissez Mbappé tranquille. Mathieu ou Omar, est-ce que vous avez une dernière question pour Jordan? On me demande est-ce qu'il est bon en assado, ce petit Nuno Mendes? Il est pas argentin, c'est bon, il fait pas partie de la clique d'Icardi. Il va être les toys, c'est pire. Finalement, il va peut-être falloir qu'il se mette à l'assado, parce que c'est peut-être mieux pour s'adapter au PSG. Non, faut savoir que par contre, à 18 ans et un jour, il a tout simplement benché le latéral gauche d'Argentine et il l'a envoyé à Séville. Acuna, ouais. C'est quand même pareil. Ouais, ok. On nous demande intelligence de jeu et décisionnel, et tu le trouves comment? Bah, c'est là où j'ai peur que le système de Ruben Amorim soit un leurre, quoi. C'est que le collectif est tellement bien huilé. Est-ce que il est aussi bon à cause grâce au collectif, ou est-ce qu'il bonifie vraiment le collectif? C'est l'éternelle question, quoi. Dans quel sens, qui bénéficie le plus à qui, quoi. Est-ce que c'est un joueur de système ou est-ce que c'est un joueur qui justement est au-dessus du système, quoi? C'est ça. Et du coup, je sais pas vraiment comment ça. C'est là où justement j'ai peur que Pochettino soit pas un entraîneur qui fasse progresser un jeune piston gauche de 19 ans, quoi. Oh, il a un historique quand même à Tottenham sur des joueurs comme Danny Rose ou quoi, qui n'avaient pas forcément des qualités incroyables. Mais après, ouais, c'est la question de l'adaptation à un nouveau système, elle se pose forcément, même si elle s'est posée aussi pour Hakimi. On a bien vu que en quelques matchs, les doutes ont été assez vite balayés à ce niveau-là, du moins à un certain niveau. On verra pour la Ligue des Champions plus tard.
Pour Nuno Mendes, c'est un peu la question. Mais après, il me semble qu'il a joué aussi avec la sélection et Fernando Santos joue à 4. Donc, tu l'as aussi vu, Mais après, sur une c'était ligne de très 4. léger, vu qu'il n'a pas pu jouer à l'Euro, enfin qu'il n'a pas pu jouer un certain nombre de matchs de l'Euro et que Fernando Santos n'a pas voulu lui faire un peu l'autre partie. Il préfère l'autre parisien, je pense, Fernando Santos. C'est ça. Donc on n'a pas pu le voir à l'Euro, malheureusement. Peut-être il aurait gagné 10 millions d'euros de cote, mais Mais c'est vrai t'arrêtes de penser que comme un comptable, toi. mais du coup, ouais, malheureusement, on n'a pas pu, pas dans des vrais matchs en jeu, quoi. Je crois que le match avec le plus d'enjeux, ça devait être l'Azerbaïdjan, quoi. Ouais. Dernière question, je pense après, on nous parle de sa personnalité. Est-ce qu'il n'a pas des soucis Est-ce que tu as déjà eu des échos de comportement inapproprié parce que c'est un jeune joueur? Est-ce qu'il fait la fête, ce genre de choses? Ou il y a pas d'écho en ce sens? C'est un garçon sage. La dernière fois que les boîtes de nuit étaient ouvertes, il avait 16 ans, donc c'était problématique. Non, en vrai, après, c'est sur sur notre équipe de Sporting qui était champion, en fait, la moyenne d'âge était très très basse, mais pourtant, tu n'avais aucun problème de comportement, que ce soit de lui ou d'autres, et limite, le seul qui avait un peu comment dire, une réputation de fêtard, c'était João Mario. Et sinon, enfin, j'ai jamais entendu, ou des fois, de temps en temps, on sait que certains jeunes, comment dire, ont des réputations. Lui, ce n'était pas le cas et aucun de nos autres jeunes joueurs d'ailleurs du coup. Sachant que Ruben Amorim, par contre, ne rigole pas du tout avec le sérieux, ça faut le savoir. C'est-à-dire que Ruben Amorim est arrivé en tant que coach à 35 ans avec 10 matchs pro de coaching et qu'il a directement benché Jérémy Mathieu, qui était une légende à Sporting, au bout du deuxième match. Parce qu'il estimait qu'il n'était pas assez sérieux à l'entraînement. D'accord, ouais. Donc Donc sur ce, si le bon Nuno Mendes a eu sa chance, c'est peut-être parce qu'il a su répondre aux attentes d'un coach particulièrement exigeant et qui ne laisse rien passer, quoi. c'est ça, pour le coup, on a Ruben Amorim est vraiment très très exigeant et que ce soit à l'entraînement, c'est-à-dire tu passes à côté d'un entraînement, t'es pas sérieux sur un entraînement, on peut ne plus te revoir quoi. Peu importe qui tu es quoi, même quand tu es le joueur le plus important du vestiaire et que tu es coach depuis 5 jours et que au passage le club est en train d'imploser quoi, D'accord. à ce Bon. moment-là. Ok. Écoute, Jordan, je pense qu'on va pas te retenir plus. Attends, une dernière question. On nous demande sa capacité à jouer dans les petits espaces et la qualité de sa première touche de balle. Bah justement sur ça, je l'aime beaucoup. Après, c'est toujours pareil. Et il y a certains matchs où on avait un pressing assez bien organisé face à nous et où on avait du mal tout court, pas lui spécialement. Et du coup, c'est-à-dire que lutter contre le pressing de Porto ou Benfica. de club de Liga NOS, donc Benfica l'année dernière, c'était vraiment pas fameux. Oui. C'est pas la même chose que rencontrer le pressing de City en Ligue des Champions, quoi. Ouais, ouais. Donc Effectivement. c'est toujours le même débat. C'est pour ça, pour moi, pour moi, c'est un coup à faire dans tous les cas. Mais contrairement à certains, je resterai quand même très très prudent. D'accord. Bon, bah écoute, ce sera, je pense, la conclusion sur ton intervention et ta présentation de Nuno Mendes. La Merci. présentation la plus complète d'un joueur qu'on ait eu dans le podcast. Hein. Ah bah là on est à deux doigts de Merci, savoir son Jordan. arbre généalogique. Alors bon, non mais merci Jordan, c'est pour ça qu'on t'a fait venir. On sait que tu connais parfaitement le joueur. Quand tu nous as fait son historique des blessures jusqu'au U16, certains étaient debout dans le live. Donc un immense merci à toi pour le temps que tu as passé. Si tu veux des renseignements sur Pablo Sarabia, n'hésite pas à demander à Omar. Il va te dire tout le bien qu'il pense du joueur. Bon, plus sérieusement. Ah bah moi, je suis très content personnellement. Moi, ça me va parfaitement pour Sporting, hein, Sarabia. On La est dernière fois que vous on nous est avez aussi envoyé très un joueur, content. c'était Ressé. Oui, bah Donc, là je vous peux te nous dire qu'il sera envoyez bien Ressé, meilleur. derrière, c'est Sarabia. Non, je pense que tu seras très content de Sarabia. Il m'a semblé lire que le Sporting n'était pas très tueur devant la cage. Ce bon Pablito saura combler cette lacune normalement. Ouais, et puis Avec tu plaisir. verras, il a les deux pieds.
Voilà, tu as énormément de merci sur le live en tout cas, donc on va pas te retenir plus, on te laisse finir Koh-Lanta puisqu'on t'a interrompu en pleine... Pas de spoil, s'il vous plaît, sur le conseil. Voilà. Écoute, Bah, merci à vous. de rien, et puis bah, on te tiendra au courant des performances de ce bon Nuno Mendes sous nos couleurs. Merci pour tout, Jordan, et puis bah, bonne continuation à supporter le Sporting de Ruben Amorim. Tu as fait envie à beaucoup de monde en le décrivant dans ses méthodes. Ça y est, certains veulent Ruben Amorim au PSG à la place de Maurizio Pochettino en tout cas. Donc tu as bien vendu le coach également, méfie-toi.